Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 119. Et pour ce numéro, je vous propose un petit exercice d'algèbre où on va s'amuser à étudier les classes de similitude de matrices dépendant du corps. L'énoncé précis du jour est donc le suivant. Soit A et B des matrices dans Mn de R, on veut démontrer que A et B sont semblables dans Mn de C, si et seulement si elles sont semblables dans Mn de R. Bien évidemment, dans cet énoncé, il y a un sens qui doit être très évident, mais l'autre qui l'est un peu moins. C'est un exercice qui peut s'attaquer en première année de classe préparatoire, à condition d'avoir suffisamment de connaissances sur les matrices, comprendre ce qu'on entend par matrice semblable, et puis bien sûr comprendre ce qu'on entend aussi par travailler des matrices, voir quel genre d'opération on peut faire sur les matrices, bien évidemment, hein, multiplication, addition, bref. Voilà, c'est vraiment des questions de classes de similitude, et ce qui est assez important, c'est de jouer avec le corps dans lequel on travaille. Et de voir qu'en fait, les classes de similitude, elles dépendent pas entièrement du corps. Et c'est un peu l'objet de cet exercice, de montrer un petit peu que si on a une classe de similitude dans un corps plus grand, bien que notre matrice ou nos matrices en jeu sont dans des coefficients dans un corps plus petit, alors ça veut dire qu'en fait, les deux matrices qui étaient en jeu sont semblables dans le corps plus petit. C'est assez intriguant comme truc, comme cas de figure, et on en parlera davantage après la résolution de cet exercice pour vous montrer qu'en fait, on pourrait démontrer même un truc encore plus général que ce qu'on va faire là. Bref, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter concernant cet exercice, donc je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je vais donc vous donner une résolution assez élémentaire, qui ne fait pas appel à beaucoup de connaissances, juste essentiellement un petit peu de polynômes et un petit peu de déterminants. Puisque vous vous en doutez, on va avoir besoin de calculer des questions d'inverse, puisqu'il y a des matrices qui vont être inversibles dans nos calculs. Et donc en jouant avec ces choses-là, eh bien, on devrait pouvoir s'en sortir à conclure ce qu'il va advenir de nos matrices. Donc, c'est parti, résolution. Alors, je vais bien sûr tout de suite dire qu'il y avait un sens évident, et le sens évident, c'est évidemment être semblable dans Mn de R, c'est être semblable dans Mn de C. Je pense que je peux m'abstenir à vous faire la démonstration, à vous faire l'outrage d'écrire une démonstration de cette chose. Je pense que c'est assez évident à faire. Voilà. Je vous laisse le soin de l'écrire par vous-même, ça ne prend qu'une ligne. Ou deux, suivant la taille de votre écriture. Faisons donc le sens qui nous intéresse le plus. Supposons qu'on ait donc deux matrices, donc A et B dans Mn de R, tel que il existe une matrice P dans GLN de C, vérifiant, P fois A est égal à B fois P. Remarquez que j'ai changé un petit peu la façon d'écrire les classes de similitude ici. Au lieu d'écrire A égale P-1 BP, ou P-1, j'aurais bien sûr pu changer un petit peu la façon d'écrire. J'ai décidé de l'écrire de cette manière-là. Et vous allez voir que ça va être très utile. Car en effet, vous avez des matrices à coefficients complexes. Les matrices à coefficients complexes ou les nombres complexes, vous pouvez toujours les écrire comme partie réelle plus i fois partie imaginaire, avec donc partie réelle et partie imaginaire des réels. Et bien là, vous pouvez faire la même chose pour votre matrice inversible. C'est ce que je vais donc faire, soit P, donc posons, P égale, disons, S plus IT, avec S égale la partie réelle de P et T, la partie imaginaire de P. D'accord? Donc, j'ai distingué ce qui était partie réelle et partie imaginaire, juste coefficient après coefficient, ça m'a donné les matrices S et T. Et donc, ce qu'on a écrit comme relation ici, je peux le réécrire en disant, on a SA plus ITA qui doit être égal à SB plus ITB. Et donc, vous devez savoir que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont les mêmes et leurs parties imaginaires sont les mêmes. C'est la même chose là pour la décomposition de matrice comme je viens de le faire. Si vous regardez coefficient après coefficient, vous avez donc en effet les parties réelles qui doivent être égales et les parties imaginaires qui doivent être égales. Donc, oui, j'ai oublié de préciser que mes matrices là sont des matrices à coefficient réel. Je vais peut-être le préciser. Et donc en identifiant partie réelle et partie imaginaire,
je vais peut-être pas mettre des. Hop. On a SA qui doit être égal à... pourquoi j'ai mis le S de... J'ai pas mis le S du bon côté, pas bien. Donc c'est BS ici, et c'est T et c'est BT. Voilà. Donc on a alors que SA est égal à BS, et on a également que TA est égal à BT. Alors non, je ne peux pas conclure. Pourquoi? Parce qu'en aucun cas, les matrices S et T sont inversibles. J'en sais strictement rien. Je sais que ce sont des matrices à coefficients réels, mais je ne sais pas encore si elles sont inversibles. Et bien c'est là où va rentrer en jeu une petite astuce assez rigolote à amener, c'est qu'on va jouer avec un polynôme. Un polynôme qui va dépendre des matrices S et T. Alors c'est pas un polynôme au sens matriciel que je veux dire ici, mais en fait le polynôme c'est juste en calculant un déterminant. Donc en fait ce que je vais faire c'est faire la chose suivante, soit P de x, le polynôme défini par le déterminant de S plus xt. Donc avec ici ce polynôme-là, a priori je le vois dans C crochet x. Bien sûr, je pourrais juste le voir dans R crochet x, hein, je me permets de le préciser, je peux le voir dans R crochet x puisque ce polynôme, il n'y a que des matrices réelles dans l'affaire. Donc quand je fais le développement du déterminant, hein, quand j'utilise la formule explicite, on peut même dire, eh bien je peux m'assurer que le polynôme qui est ici est de degré O plus n. D'ailleurs, je vais commencer à le mentionner. Donc le degré de P est O plus égal à n. Ça, c'est important à mentionner. Il suffit juste d'écrire la grosse formule. Hein. Si vous ne le voyez pas comme ça, écrivez la grosse formule qui définit le déterminant. Et donc la grosse formule, si vous ne la connaissez pas, je vous la rappelle. Déterminant de M, c'est donc la somme selon la signature de la permutation. Donc, vous prenez des permutations dans Sn. Signature de la permutation produit des MI sigma I allant de 1 à N. Okay. Donc vous faites ces choses-là, et en fait les MI sigma I, ça va être au plus des polynômes de degré 1. Et donc bon, ça veut dire que chacun des termes de cette somme-là vont être des polynômes de degré au plus, degré N. Donc ça, ces trucs-là, si je le vois à la place des polynômes, donc tac, hop, M de X, ça c'est O plus, le degré c'est O plus la somme des degrés des MI sigma I de X. Comme ça, juste qu'on soit OK. Et donc, comme là, on n'a que des degrés O plus 1, on conclut. Donc voilà, mon polynôme est de degré O plus 1. C'est bien un polynôme, parce que c'est le calcul du déterminant, c'est une fonction polynomiale en fonction de tous les coefficients. Et d'ailleurs, on peut le constater ici. Je pense que c'est assez clair. Donc c'est bien un polynôme, et c'est un polynôme à coefficient réel. Très bien. Et donc, le truc le plus important, c'est que vous voyez que ce polynôme a au plus n racines. Donc, ici, P admet... Alors, j'ai peut-être oublié de dire un truc. Je vais quand même dire un truc avant. C'est qu'il n'est pas impossible que le polynôme que je viens d'écrire est tout le temps nul. Mais c'est pas possible, parce que quand je le calcule en I, je me retrouve avec cette matrice-là qui est inversible, et donc son déterminant est non nul. Donc je vais l'écrire. Ok, donc du coup je vais écrire que P de I est non nul. Et donc grâce à ces deux choses-là, je peux affirmer qu'en fait mon polynôme a au plus n racines. Par d'Alembert. Donc n racines complexes si on veut. Mais en vrai, ce qui m'importe le plus, c'est les n racines réelles. Voilà, c'est ça qui m'importe le plus. Donc n racines complexes, ça c'est d'Alembert-Gauss, bien sûr. D'Alembert-Gauss. Voilà. Et donc, maintenant que je sais qu'il y a un nombre fini de racines complexes, il y a donc un nombre fini de racines réelles. P admet alors un nombre fini de racines réelles. Ce qui veut dire que nécessairement, comme les réels, c'est un ensemble infini, non dénombrable d'ailleurs, eh bien, il existe un x réel tel que P de x est non nul.
Alors éventuellement, si le polynôme est constant, dans ce cas-là, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Un polynôme constant, ça veut dire que le déterminant de S, lui-même, va être non nul. Et donc on aurait terminé. Okay. Mais si le polynôme n'est pas constant, bon, bah, il faut s'absoudre des racines potentielles réelles. Et si on évite les racines réelles, eh bien on a gagné. Donc là, le polynôme que je viens d'écrire est donc non nul, en cette valeur x. Et maintenant que j'ai dit ça, si je prends cette valeur x et que je m'amuse à faire le calcul, on a s plus xt, le tout fois a. Il n'est pas difficile de vérifier que ce truc-là est bien égal à b fois s plus xt. Et donc ceci permet donc de conclure que comme ces matrices-là sont des matrices dans... Enfin, cette matrice-là est une matrice dans GLN de R, on conclut en effet que A et B sont semblables dans Mn de R. Ceci conclut la résolution. Donc c'est assez rigolo quand même comme exercice, de voir qu'en effet, juste jouer avec ces choses-là, donc jouer avec la partie réelle et la partie imaginaire, suffit amplement pour conclure le résultat. Alors, on peut aller plus loin, et là je vais me permettre d'aller un petit peu plus loin. En fait, on pourrait démontrer ce que je viens de faire, là, résoudre cet exercice, autrement, en faisant appel à la décomposition de Frobenius. Décomposition de Frobenius que nous avons déjà vu ensemble sur la chaîne. Là, je vais rappeler d'ailleurs l'exo de Cole correspondant. Hop. Donc l'exo de Cole numéro 103. Alors, je ne vais pas rappeler le résultat. Je vous invite fortement à aller regarder par vous-même le résultat que nous avons démontré et l'énoncé précis de la décomposition de Frobenius. Ici, je vais juste me permettre de rappeler que la décomposition de Frobenius permet de caractériser les classes de similitude dans n'importe quel corps. Alors, nous, on s'était réduit à des corps infinis, mais à vrai dire, on peut faire ça sur n'importe quel corps, même des corps finis. Et donc, si on joue avec la décomposition de Frobenius, il y a un moyen de classifier ces classes, d'avoir les classes de similitude, c'est de regarder les polynômes qui sont en jeu dans notre décomposition de Frobenius, les polynômes qui sont associés aux matrices compagnons qui sont en jeu. Et donc, si on joue avec ça, le fait de dire que A et B sont semblables dans Mn de C, c'est équivalent à dire que les polynômes invariants sont les mêmes. Donc quand je dis polynôme invariant, c'est les polynômes qui apparaissent dans la décomposition de Frobenius. Car dans cette décomposition de Frobenius, il y a non seulement la décomposition matricielle, il y a aussi la décomposition en termes de vecteurs et avec des polynômes conducteurs. Donc là, c'est les polynômes conducteurs entre guillemets maximaux. Et ces polynômes conducteurs vont nous permettre de justement caractériser les classes de similitude. C'était aussi dans l'exo de Cole numéro 103, le petit détail là-dessus. Mais ce qu'il faut donc constater, c'est que ces polynômes, comme nos matrices ici sont dans Mn de R, eh bien nos polynômes vont pouvoir se ramener à des polynômes qui sont à coefficient réel. Et c'est pas trop difficile normalement à s'en rendre compte, juste en découpant partie réelle et partie imaginaire de l'évaluation de ma racine, de mes matrices, ou en tout cas de tout ce qui pourrait jouer un rôle dans mes polynômes. Puisque mes polynômes conducteurs sont censés être des polynômes minimaux qui s'annulent pour un vecteur x donné, un coefficient complexe, et lié à la matrice A. Donc c'est-à-dire que je dois faire un polynôme par rapport à la matrice A et ensuite l'évaluer par rapport à x. Mais si je dissocie partie réelle, partie imaginaire, comme je l'ai fait plus tôt, eh bien on peut s'assurer de cette propriété-là. Et grâce à cette propriété-là, en fait, les invariants me permettent de conclure que en fait, A et B sont semblables dans un Mn de R. Et en fait, l'argument que je viens de faire là peut se généraliser totalement si j'avais K un corps et L un sous-corps de K. Je prends deux matrices A et B dans Mn de L.
Si elles sont semblables dans Mn de K, c'est équivalent à dire qu'elles sont semblables dans Mn de L. Donc on peut exactement faire le même genre d'approche en jouant avec n'importe quel corps. Donc quand on a un corps plus petit qu'un autre, on peut s'assurer que la classe de similitude trouvée dans Mn du plus grand corps va amener à une classe de similitude dans le plus petit corps. Et cela est essentiellement dû à ces questions de polynômes conducteurs qui vont s'écrire en fonction du corps dans lequel se trouvent les coefficients de notre matrice. C'est vraiment ça qui joue un rôle important dans tout ça. Donc en fait, on pourrait faire la même démonstration avec Mn2Q, donc c'est-à-dire si on travaillait avec des matrices à coefficients dans les rationnels, et conclure que s'ils étaient équivalents dans Mn2C, alors elles seraient équivalentes dans Mn2Q. Et ça, grâce à Frobenius. Il y a vraiment pas mal de trucs comme ça que l'on pourrait déduire à partir de Frobenius. Donc ça permet vraiment de simplifier énormément de preuves, et là notamment la preuve qu'on a sortie ici. Mais bon, c'est quand même, comme la décomposition de Frobenius n'est pas vraiment au programme, je ne peux pas vraiment vous proposer une résolution passant par là, mais sachez que ça existe et qu'on peut vraiment généraliser l'exercice à n'importe quelle paire de corps, l'un inclus dans l'autre. Voilà, je pense que c'est un très joli résultat et je pense qu'il me fallait vraiment le mentionner. Bref, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant cet exercice. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!